Voilà ma chambre. C'est ici que je suis resté enfermé sans sortir pendant presque 6 ans. Au sommaire de ce numéro de toute une histoire, Mon fils, ça fait 5 ans qu'il est à la maison et il ne sort pas. Les éléments extérieurs l'effraient. Il a toujours été un peu dépressif et pas très heureux de vivre. le phénomène qui touche le fils de Brigitte porte un nom. Hikikomori, effectivement, c'est un terme qui nous vient du Japon. C'est un phénomène de retrait et de décrochage de toute activité sociale et professionnelle. Comment Se il sent envisage bien. son avenir? Mais il l'envisage pas. À ses côtés, d'autres mères désemparées qui ont besoin de comprendre et surtout de conseils pour aider leurs enfants. Elle reste du matin jusqu'au soir à son bureau. J'ai peur de ne pas savoir faire, ou Pas y de arriver. ne pas bien faire. T'as pas confiance en toi du tout? Il faut finalement voir s'ils peuvent investir assez concrètement des petites choses, petit à petit. C'est aussi important, quand c'est accepté, une thérapie familiale. Je pense que vous avez besoin d'aide. Bonjour à tous. C'est une émission spéciale sur un thème inédit que nous vous proposons aujourd'hui. Brigitte a contacté notre rédaction car elle a besoin d'aide. Depuis 5 ans, son fils de 25 ans n'est pas sorti de chez lui. Il souffre d'un syndrome encore très peu connu en France, mais assez répandu au Japon. Là-bas, ils sont au moins 260 000 adolescents et jeunes adultes à décider de se couper du monde du jour au lendemain pour une durée indéterminée. On les appelle les Hikikomori. Bonjour Brigitte. Bonjour. Avant tout, donnez-nous des nouvelles de votre fils. Comment se porte-t-il aujourd'hui? C'est toujours la même chose. Il est à la maison et il ne sort pas. Il a quel âge aujourd'hui? 25 ans, oui. Il ne fait pas d'études? Non, il a arrêté. Depuis combien de temps? Depuis qu'il est à la maison, c'est-à-dire que depuis 5 ans. Et il fait quoi de ses journées? Mais il est sur son ordinateur, pratiquement toute la journée. Qu'est-ce qu'il y fait? Il joue, je suppose. Je suis pas. Il est grand maintenant, je suis plus derrière lui, donc il joue et il étudie à sa façon puisqu'il aime avoir quand même des nouvelles du monde, etc. Donc il regarde des choses. Comment il se justifie? Le monde extérieur ne l'intéresse pas, voilà. Il mange? Oui. Non, Non, pas avec vous? Non, il mange pas avec nous. Il mange seul à ses heures parce qu'il vit pas au même rythme que nous. C'est-à-dire? Il peut, actuellement d'ailleurs, je ne le vois pas puisque il dort la journée et est sur l'ordinateur la nuit. Comment vous vivez cette situation? J'imagine que vous avez dû vous arracher les cheveux. Oui. Là, depuis quelques mois, peut-être que depuis 2 mois, je suis un peu plus calme parce que je me suis rendu compte de toute façon que en voulant le forcer à faire quelque chose, on avait de très mauvaises relations. Donc je me suis un peu le calmée. Bon, par contre, je ne sais pas du tout si ça va durer ou pas. Et là, ça se passe mieux entre nous. Vous avez consulté Oui, beaucoup bien de sûr. spécialistes? Oui. Tenter de le sortir de là? Exactement, oui. Des Et ça n'a rien psychologues, donné? des psychiatres. Non, ça n'a rien donné, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il se justifie? Mais il dit qu'il est heureux maintenant. En fait, il n'était pas heureux avant, dans la vie d'avant, et qu'aujourd'hui, en fait, on lui fiche la paix, il est tranquille, et voilà, Mais comment se il sent envisage bien. son avenir? Mais il ne l'envisage pas. Et vous, comment vous Mais l'envisagez? maintenant, je vis au jour le jour, parce que sinon, c'est trop de souffrance. Ouais. Parce qu'il y a un moment où vous avez envie, j'imagine, qu'il prenne son envol, qu'il Bien soit sûr, indépendant, qu'il comme gagne toute sa maman. vie. Bien entendu, bien sûr. Il sait que vous êtes là aujourd'hui? Je ne sais pas si aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas vu depuis 3 jours, on n'est pas aux mêmes horaires, mais quand il ne me verra pas, je suppose il saura que j'y suis allée. Oui, mais je ne sais pas s'il connaissait le jour précis, je ne sais pas. Donc, vous avez fini par découvrir le phénomène Hikikomori.
Oui. Comment vous avez eu oui. connaissance de ce trouble? Oui, enfin, j'ai pris connaissance. J'ai une belle-sœur qui est pharmacienne, qui est abonnée à une revue. Et en fait, un jour, elle m'a sorti là où on en parlait. Et elle m'a dit, voilà, ça ressemble à ton fils, en fait. Hein. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de conflits entre vous. Oui, surtout, oui, avec moi. Vous avez dû vous agacer de cette situation. Bien sûr, oui. Eu du mal à le fait de ça. chercher des solutions, voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, il me dit qu'il est heureux, il assume, enfin il me dit aujourd'hui, il ne me le disait pas avant, mais il dit à ce jour, il assume son choix. Mais il a conscience qu'un jour il faudra qu'il gagne sa vie et qu'il affronte l'extérieur. Il vit au jour le jour. Donc pour lui, l'avenir, voilà, il verra au moment voulu. Est-ce que vous envisagez un jour de le mettre à la porte? Ben, moi j'y ai pensé, mais c'est pas dans la tradition familiale. Donc mon mari m'a dit, mais moi c'était pour lui faire peur. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais je lui ai dit, oui, je pourrais te mettre dehors. Et puis. Est-ce que vous vous êtes dit parfois que c'est peut-être le meilleur service que vous puissiez lui rendre? Non. Deux experts sont avec nous aujourd'hui. Frédéric Fargui, notre psychothérapeute, et le docteur Nancy Pionnier-Dax, psychiatre à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin. Bonjour à toutes les deux. Alors il se trouve, docteur, que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous connaissez très bien ce phénomène. Vous avez d'ailleurs rédigé un ouvrage avec 14 autres spécialistes dans lequel vous analysez ce trouble. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Bon, hikikomori, effectivement, c'est un terme qui nous vient du Japon. Au Japon, depuis la fin des années 70, c'est un phénomène qui est décrit, qui a été dévoilé au grand public par un livre écrit par un psychiatre qui parlait de la situation d'une adolescence qui n'en finissait pas. Voilà. Et puis, c'est devenu un véritable souci et phénomène de santé publique, avec effectivement une estimation entre 200 et 600, 800 000 jeunes et moins jeunes, puisque la tranche d'âge est assez large, hein, voilà, qui vit dans une situation de retrait. Vous parlez de chiffres en France, là ou Non, au Japon, hein, de retrait et de décrochage de toute activité sociale et professionnelle. Ça n'a rien à voir pour une avec durée le syndrome longue. de Peter Pan. Comment? Le syndrome de Peter Pan qui serait de ne pas vouloir grandir. Oui. Bah, écoutez, peut-être qu'on en parlera plus tard dans l'émission. La question de la fin d'adolescence se pose, hein, puisque quand même, en échangeant avec nos collègues japonais, on s'aperçoit que les racines que ça commence souvent autour de l'adolescence et de la post-adolescence. Hein. Voilà, donc c'est effectivement tout ce que vous avez décrit est assez communément décrit, c'est-à-dire à la fois cette situation de désinsertion, de décrochage d'une activité sociale, professionnelle, pendant une durée suffisamment longue, et qui s'assortit alors de degrés de claustration et d'enfermement assez divers. Il y en a qui sortent pas du tout, il y en a qui sortent quand même à des temps décalés, de l'inversion du rythme un peu jour-nuit, et de cette activité finalement qui continue sur Internet, sur l'ordinateur. Enfin, c'est pas une absence totale d'investissement, mais ça se passe par cette fenêtre virtuelle qu'est l'ordinateur. Alors, qu'est-ce que ça traduit? Alors, ce que ça traduit, les débats sont ouverts. Il n'y a pas eu en France de recherche clinique sur le sujet. Et pour cause, c'est difficile finalement, effectivement, d'accéder à un suivi, à une demande d'aide qui dure dans le temps et qui débouche. Mais enfin, on espère qu'on va pouvoir le mettre en place. Les hypothèses au Japon sont doubles, à la fois socio-économiques. C'est arrivé à un moment où finalement il y a une perte de confiance dans la possibilité d'avoir un emploi. Il y a un refus de s'identifier aux générations d'avant, des travailleurs qui vont avoir une vie extrêmement routinière et normée. Voilà, il y a eu des hypothèses plus psychopathologiques, relationnelles, sur la proximité du lien mère-fils, l'absence des pères. Voilà. Les généralisations sont difficiles à mettre, à affirmer. Et puis, il faut préciser qu'il y a toute une série de troubles psychiatriques qui peuvent entraîner des situations de retrait. L'intérêt d'utiliser ce terme, c'est justement d'essayer de parler
de situations de gens qui ne rentrent pas dans cette catégorie avérée nécessitant des soins psychiatriques dans des maladies connues. Mais néanmoins, la question se pose. Voilà, des troubles associés, de la souffrance en tout cas associée. Eux-mêmes le disent. Est-ce que ça peut être des gens particulièrement sensibles, particulièrement intelligents, peut-être un peu précoces? Est-ce que ça peut être des gens qui réunissent un peu toutes ces conditions-là? Voilà. Alors, dans ce que vous avez dit, par exemple, il y a peut-être effectivement cette question de l'introversion, de l'anxiété sociale, peut-être des inhabilités sociales pour certains. Ça, c'est une hypothèse aussi pas mal développée au Japon, du côté des Asperger-like personnalités. Et puis, il y a aussi effectivement quelque chose de l'ordre d'une dépression, mais très atypique, puisque finalement, si on propose finalement cette hypothèse que le jeune ou la personne hikikomori est déprimée, c'est souvent une hypothèse qui n'est pas parlante pour eux, à laquelle ils ne s'accrochent pas en tout cas pour se faire aider. Et puis l'action de l'anxiété sociale, qui en revanche est quand même communément admise, puisqu'ils se sentent très mal à l'aise et maladroits lorsqu'ils sortent. Oui. Donc ça pose la question de l'auto-entretien, en tout cas du trouble. Voilà. Qu'est-ce qui est premier, qu'est-ce qui est second, qu'est-ce qui est primaire, qu'est-ce qui est secondaire, c'est plus complexe. Alors, ce phénomène vient du Japon et commence à se répandre comme une traînée de poudre. On va écouter le témoignage d'un ancien hikikomori japonais pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé. Regardez. Voilà ma chambre. C'est ici que je suis resté enfermé sans sortir pendant presque 6 ans. Une vie d'ermite dans une chambre d'adolescent de 9 mètres carrés. Isaki Fujihiro est un ancien hikikomori. Le terme signifie cloîtré en japonais. La journée, je dormais. Je me réveillais en général vers 18h et je passais la nuit à surfer sur Internet. Quand je me mettais devant l'écran, je pouvais y rester 6 ou 8 heures d'affilée. Rejeté par les autres élèves de son lycée, le jeune homme a commencé à s'enfermer dès l'âge de 18 ans, ne sortant que très rarement pour consulter un médecin. Une thérapie qui l'a aidé à reprendre progressivement une vie normale. Ici, les gens ont peur du regard des autres. Les familles se sentent souvent honteuses d'avoir un enfant hikikomori. Elles n'osent pas en parler et ça peut durer parfois 10 ou même 20 ans. Frédéric, vous avez eu affaire à ce type de problématique dans votre En fait, moi, j'ai suivi, mais des mères, essentiellement d'ailleurs, plus que des pères. Et ça rejoignait ce que vous disiez, que souvent, ça interroge le lien mère-fils et l'absence des pères dans la problématique. Donc moi, j'ai reçu pas mal de mères, mais alors pas d'adolescents qui étaient définis comme hikikomori, mais qui étaient dans un retrait à la fois social et scolaire. Et on retrouve ce profil-là, c'est-à-dire des enfants hypersensibles, plutôt introvertis, effectivement intéressés par tout un tas de choses. Ce ne sont pas du tout des adolescents désintéressés. Ils ne sont pas désintéressés par la communication, puisqu'ils sont en lien sur Internet. Mais par contre, effectivement, ils ne se reconnaissent pas dans le monde qu'on leur propose et ils sont souvent dans une logique d'abolition, c'est-à-dire abolition de la responsabilité, abolition du désir, abolition du lien et dans une logique aussi aquaboniste, c'est-à-dire à quoi bon passer des diplômes, à quoi bon rentrer dans ce monde qu'on me propose qui est pas très attirant, quoi, ce monde en crise. Donc ça fait référence aussi à la crise sociale, ça interroge effectivement le monde dans lequel on vit, qui a perdu du sens. Mais souvent il y a une combinaison de facteurs, c'est-à-dire qu'il y a des profils, des tempéraments, mais il y a aussi le vécu de ces adolescents, c'est-à-dire qu'il y a une combinaison de ces facteurs. Il peut y avoir eu des phénomènes de rejet, d'exclusion à l'école quand même qu'on retrouve, qui font qu'à un moment donné, la pression scolaire, la pression sociale, la difficulté à s'intégrer vont faire que petit à petit le retrait va s'opérer. Alors dans le public, il y a Véronique et Françoise qui sont deux mamans qui sont venues avec leur fille qui s'appelle toutes les deux Laurie, qui veulent en savoir un peu plus sur ce phénomène. Bonjour Véronique. Pourquoi c'est important, particulièrement pour vous, d'être là aujourd'hui ? Tout simplement parce que j'ai ma fille Laurie qui justement a ce problème de rester cloîtrée à la maison, très peu de liens avec ses camarades, même ses camarades de classe. La
a maintenant une déscolarisation parce que l'école, elle est mal à l'aise en classe, mal à l'aise en cours, en récréation. Enfin bon. Pour quelqu'un qui reste cloîtré, c'est donc un exploit d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà. C'était pas évident? Non, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aussi, malgré ma grande peur des caméras. Mais voilà, je suis très fière d'elle, qu'elle ait accepté de venir ici pour parler de ce problème. Alors Laurie, il se trouve que vous connaissez l'autre Laurie qui est la fille de Françoise. Comment vous vous connaissez toutes les deux? En fait, c'est au début, avec 4 autres amis, on avait créé une page sur un réseau social. Et petit à petit, on a eu besoin d'autres personnes pour nous aider. Et donc, on a mis une annonce et c'est là que Laurie et Jovan, qui est à côté, nous ont répondu. C'est-à-dire que, en fait, vous vous connaissiez virtuellement. Hein? Est-ce que vous vous reconnaissez dans les caractéristiques que nous avons décrites depuis le début de l'émission? Un peu, oui. Oui, moi, je me suis surtout reconnue pour le moment où est-ce qu'on a parlé de la sécurité du chez-soi. Ouais. Parce que c'est vrai que l'extérieur, moi, j'en ai extrêmement peur. Bon, après, j'y vais quand même, mais j'ai peur du regard des autres. Et pourquoi tu en as souffert déjà? En colonie, oui, parce que d'ailleurs, j'ai arrêté d'y aller parce que ça me faisait vraiment trop peur. On se moquait. Donc, vous avez préféré tous vous replier et vous vous sentez mieux chez vous? Alors, vous allez nous rejoindre tous les 4 en plateau tout à l'heure. Brigitte, pour que nos experts puissent mieux comprendre ce que traverse votre fils, je vous propose de remonter le temps ensemble et d'essayer de voir comment tout cela est arrivé. Vous avez combien d'enfants, vous? 2. Une fille et un garçon. C'était quel genre d'enfant, lui? C'était des enfants très faciles à élever, très gentils, très doux. J'ai eu aucune difficulté. Quel souvenir vous gardez de son passage à l'école maternelle, par exemple, votre fils? Au départ, quelques problèmes. On a changé de région aussi. On était normand, on est arrivé en région parisienne. Donc, c'était sa première année de maternelle. Donc, il est vrai que c'était peut-être un peu compliqué. Il ne m'avait jamais quitté. Donc, les 2 premières années, un petit peu de difficulté quand même. J'ai souvenir que de temps en temps, il m'agrippait, puis il me disait « me laisse pas là ». Enfin bon. Il n'avait pas eu de nounou avant? Non. Moi, je me suis arrêtée de travailler quand j'ai su que ma fille était handicapée. Donc, il vous avait eu pour lui? Exactement. Oui. Puis j'étais ravie. Oui, exactement. Oui. Est-ce qu'il a pris un peu d'autonomie en grandissant? Ça s'est un peu arrangé, son rapport à l'école? Oui, un petit peu. Je pense qu'il avait des camarades, mais bon, c'est vrai que j'étais très très proche de lui. Oui. Alors, vous nous avez parlé d'un voyage scolaire qui s'est mal passé. Oui, enfin mal passé, c'est un bien grand mot, mais c'était la première fois où vos enfants vous quittent. Mon fils devait avoir entre 7 et 8 ans. Et il ne veut pas y aller en premier. Donc je demande à la maîtresse, n'y aille pas. Et puis elle refuse, elle me dit, non, il faut absolument qu'il y aille, ça lui fera du bien, etc. Et puis en fait, arrivé là-bas, elle a dû le conduire en fait chez un médecin. Et il avait fait une otite, et après il a fait une double otite. Et donc il est vrai que je me disais, c'est pas fait pour lui en fait. C'était un bon élève? Oui, aucune difficulté. Il travaillait? Non, il avait des facilités. Perfectionniste? Oui. Les seules fois où j'étais convoquée à l'école, c'est que il était tellement perfectionniste qu'il n'arrivait pas à finir en fait son exercice. Mais il le voyait, il fallait que ça soit, il recommençait pour que ça soit le mieux possible. Mais il est toujours comme ça en fait, tout le temps. Donc un peu rigide? Oui, mais je le suis un peu aussi. Donc je pense qu'il tient de moi. Donc le genre à être hyper ordonné, à tout ranger? Oui, tout à fait, oui. Les professeurs ont remarqué un problème? Vous ont fait part de leurs remarques là-dessus? Non, je me souviens qu'ils me disaient que c'était un enfant un peu lent, justement, et lui, justement, disait, mais les autres, ils sont rapides, c'est leur problème. Moi, voilà, je suis comme ça. Et c'est vrai qu'il ne pouvait pas aller vite. Mais c'était tout le temps. Quand on devait aller à l'école, il fallait lui dire un certain temps avant qu'on partait, parce qu'il n'était jamais à l'heure. C'était pénible. Mais à part ça, comme il travaillait bien, ça ne m'a pas trop inquiétée.
Frédéric, comment vous expliquez que cet enfant, dès son plus jeune âge, ait eu autant de mal à se construire? On peut formuler que des hypothèses, hein, parce que c'est difficile de dire les causes à effet. Après, le fait d'être très fusionnel augmente la difficulté de l'enfant à se séparer. Et le message que je lui transmets, si je ne le pousse pas à la séparation, c'est que je ne lui fais pas confiance dans sa capacité aussi à affronter le monde, et que quelque part, le message transmis, c'est que le monde est dangereux, que le monde est apeurant. Et il me le reproche aujourd'hui, hein, il me dit c'est un petit peu de ta faute. Tu nous disais que le monde était dangereux, et je pense que je le disais réellement. Du coup, il l'a intégré, et effectivement, il a introjecté cette croyance, et peut-être c'est important effectivement de faire un travail. Bon, alors effectivement, la difficulté, comme le disait Nancy, pour ces enfants, c'est que c'est d'assurer un suivi, et que le suivi puisse se faire au long cours. Vous êtes d'accord avec cette analyse, être un peu trop fusionnel, ou est-ce qu'il y a une part de responsabilité, parce qu'on entend beaucoup de culpabilité dans la bouche de cette mère. Est-ce que l'éducation peut jouer un rôle justement sur ce type de comportement? Alors, on ne peut pas valider la notion de cause à effet. Je pense qu'il faut vraiment reparler de la circularité des liens, de l'interrelationnel, le fait qu'une relation se construit dans le va-et-vient, et que voilà, ce sont des boucles d'interaction avec des messages qu'on peut parfois émettre à son insu, auxquels l'autre répond d'une façon, et qui peut entraîner dans certaines directions. On voit bien que sur l'exemple de la colonie de vacances, peut-être que c'était complètement conjoncturel, cette otite. Ça venait résonner en tout cas avec toute une inquiétude que vous aviez déjà, et peut-être une situation familiale, etc. Donc il y a aussi la façon dont, à certains moments donnés, en fonction des histoires et en fonction de qui on est, comment se construit la relation, effectivement, eh bien, on donne un sens à des événements qui finalement peuvent effectivement faire que ça se prolonge dans telle ou telle direction. Voilà. Le lien avec son père, vous parlez d'un lien très fusionnel avec vous, avec son papa? Pas tellement. Non, en fait, on était surtout ensemble. Enfin, moi et les enfants. Le papa travaillait beaucoup. Le papa travaillait, et puis le papa faisait du rugby. Le papa partait beaucoup, en fait. Hein, Il est très absent. Oui. Et le fils est assez critique envers son père? Oui, maintenant. Peut-être pas à l'époque, mais il me dit qu'il aurait aimé faire des choses, et que... Voilà, le père n'entendait pas. Oui. Enfin, c'est après coup. Ça touche surtout des garçons. Alors, dans la description japonaise, 80% des hikikomori sont des garçons. Oui. Parce que là, nous avons deux jeunes filles, là, deux Laurie. Donc, dans le cas des filles, là, vous parlez d'un lien mère-fils. Comment ça s'explique alors dans le cas des filles? Je redis qu'on ne peut pas être dans un lien causal. C'est pas la relation mère-fils qui fait qu'on devient hikikomori, parce qu'il y a des relations mère-fils très fusionnelles qui aboutissent pas à ça. Mais dans le cas des deux Laurie, voilà, ici présentes, on entend en tout cas beaucoup d'anxiété sociale et scolaire. Donc le lien peut-être avec vraiment ce mal-être dans les lieux de scolarisation, peut-être la phobie scolaire au sens large. En tout cas, on est loin de la description vraiment caricaturale des personnes qui passent plusieurs années vraiment enclaustrées dans une pièce extrêmement fermée. Mais alors, est-ce que ça veut dire que plutôt que des suivis psychologiques, il ne faut pas au contraire valoriser une passion? Par exemple, des enfants qui sont passionnés par des mangas ou par du cinéma, ou est-ce qu'il ne faut pas au contraire les pousser à embrayer dans leur domaine, quitte à lier l'extérieur et leur passion? Moi, j'ai tendance à faire des recommandations maintenant assez pragmatiques pour démarrer, de participation à des groupes, à des activités plutôt intéressantes, valorisantes, sans parler directement de ses préoccupations internes, parce que c'est pas très intéressant et c'est pas facile pour les adolescents de parler directement de ce qui ne va pas. Ils auront plutôt tendance, si on les aborde frontalement en leur demandant s'ils sont déprimés, à dire non, je ne suis pas déprimé. Voilà. Alors, on a un certain nombre d'indices qui nous font dire que ils sont pas dans une dynamique, un processus qui va les aider à
eh bien justement favoriser l'ouverture, la création des liens, enfin tout ce qui peut aider à effectivement accompagner la maturation d'une personnalité. Donc je pense qu'au début, avant d'essayer de comprendre le pourquoi et des choses finalement très profondes, alors même que ces jeunes sont facilement dans des mouvements d'introspection, je pense qu'il faut finalement les inciter à voir s'ils peuvent investir assez concrètement des petites choses, petit à petit, régulières, où il n'y ait plus ce clivage absolu entre être en sécurité chez soi avec les objets qu'on aime ou être en perdition dans le monde extérieur et être contraint, je ne sais pas, à se conformer à une norme insupportable. Voilà, il y a quelque chose à articuler en tout cas. Le monde informatique, il a démarré très tôt l'ordinateur. À quel âge? Oui, 6 ans. Enfin, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Moi, je m'en souviens pas. Je pensais que c'était un peu plus tard. Il m'a dit à 6 ans. Et j'ai même une amie qui m'a dit, je m'en souvenais plus, que paraît-il, alors là, j'ai un petit peu honte, mais que déjà en primaire, il se couchait à 11 heures, voire plus, parce qu'il restait sur l'ordinateur. Mais je ne m'en souviens pas. Parce que vous n'alliez pas voir? Oui, peut-être, voilà. Oui, c'est possible. Il ou alors il se couchait et peut-être qu'il se... Voilà, tout à fait. Je pense que c'est cela. Voilà, oui. Je pense, oui. Donc il s'est tout doucement renfermé sur lui-même sans que finalement vous ne vous en rendiez compte, vous diriez ça? Parce qu'il a eu son bac, jusqu'à son bac, ça s'est à peu près bien passé? Oui. Et puis quand on lui a proposé, étant donné qu'il n'y avait pas de proposition de sa part, qu'il fasse une prépa ingénieur, il n'y a pas eu de souci, il ne nous a pas dit non. Mais il ne nous a rien proposé d'autre non plus. Il a été inscrit, il a été pris, il n'y avait pas de problème. Sauf que la prépa, c'était en dehors de chez vous, j'imagine. Oui, il était pensionnaire? Il était pas très loin, mais bon, on a voulu qu'il ait un appartement. Ça lui plaisait d'avoir un appartement? Je ne sais pas. Et à vous, ça vous plaisait? Non, pas spécialement, mais c'était pour qu'il ait moins de fatigue, parce qu'on était peut-être à 30 km de chez nous, donc je pense qu'il aurait pu le faire. Ouais. Et bon, mon mari a dit, c'est mieux, il travaillera mieux. Mais au bout de, je pense, 6 mois, je me suis rendu compte qu'il ne se levait plus. Je ne sais plus comment je l'ai su, hein. Mais il m'a dit oui, en effet. Peut-être que vous avez été alertée parce qu'il n'allait plus en cours? Oui, peut-être que j'ai eu à ce moment-là un avertissement de l'école. Et en fait, mon fils a toujours des bonnes raisons. De toute façon, c'est jamais sa faute. Et alors, c'était un peu vrai, c'est qu'il y avait un professeur qui était d'origine étrangère, qui expliquait très mal les mathématiques, et qui avait toujours eu 18, 20, etc., était tombé à des notes relativement basses. Donc, comme il est perfectionniste, ça y est, il abandonnait, c'était fini. Il ne supporte pas l'échec. Donc, c'est une caractéristique aussi, ça, non, j'imagine? Oui. Le fait de projeter un idéal dans lequel on a l'impression de ne pas réussir à l'atteindre, ou d'idéaliser le monde des adultes et de se dire que de toute façon, c'est pas intéressant parce que et c'est inatteignable. Hein. Mais effectivement, les Japonais, les équipes avec lesquelles on a pu échanger, décrivent effectivement souvent ces mouvements de retrait suite à des sentiments d'échec. Ou un échec réel, et une difficulté à rebondir. Qui n'aiment pas faire de compétition, qui oui, voilà, exactement. Des matchs. Tout à fait, oui. À quel moment s'est-il complètement coupé du monde extérieur? En fait, on a décidé de l'inscrire à un IUT en nous disant que ça serait plus facile, qu'il aurait moins de devoirs et que ça serait plus simple pour lui. Donc il a fait sa première année sans problème. Mais il est toujours d'accord pour tout ce que vous lui proposez? Oui, lui, on n'a pas des enfants en fait. Lui n'a jamais d'envie. Non. Il n'est jamais force de proposition. Non, du tout. Et donc il a fait sa première année, il a entamé sa deuxième année et en fait avant Noël, on lui a dit qu'il devait trouver un stage. Et c'est après que j'ai compris, parce que sur le coup, je n'ai pas compris. Et là, il s'est à nouveau refermé et puis il a décidé de ne plus aller en cours. Il a décidé de ne plus aller en cours, en fait. Parce qu'il était terrorisé à l'idée de faire son stage. Oui, c'est ça. Je pense que encore l'école, c'était, je pense, déjà difficile de se confronter aux autres. Mais alors après, s'il fallait rentrer dans le monde des adultes et devoir, entre guillemets, aller interpeller les adultes soi-même, je crois que c'était même pas envisageable pour lui. Donc, il a vu des psys, le souci, c'est qu'il y a une infirmière de son école, je pense, qui a compris et donc m'a convoquée et m'a dit que devrait rencontrer un médecin comportementaliste, je crois, mais c'était à Paris. Donc en fait, il n'a pas voulu et moi je n'ai pas ouvert le courrier. Et en fait, le courrier, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps et je l'ai lu. Et en fait, elle avait tout saisi de mon fils.
Elle avait tout saisi de lui, en fait. Mais elle parlait déjà de ce... Oui, déjà. Non, pas ce terme-là. Mais elle avait saisi qu'il était particulier, il était très en retrait, qu'il avait du mal à se confronter au monde des adultes. Elle avait saisi beaucoup de choses. Et il n'est jamais allé voir un psy en disant qu'il mentait au psy? Et ça peut être des enfants, j'ai déjà entendu ça, des enfants qu'on envoie chez des psys et qui vous disent ça sert à rien que j'aille chez le psy, parce que je lui raconte ce que j'ai envie de lui raconter. Et qu'il mentait. Oui, j'ai compris qu'il manquait. Voilà. Okay. Ça ne fait pas partie des caractéristiques? C'est-à-dire qui vont même jusqu'à fuir la confrontation à leur propre... Alors récemment, une famille que j'ai eue au téléphone, ils ont un jeune adulte qui va voir un psy régulièrement, un psychiatre, et ils ont demandé à être reçus. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, peut-être le psychiatre n'avait pas perçu l'ampleur, en tout cas les conséquences dans la comportementale, effectivement, de la situation. Donc c'était peut-être un peu banalisé ou minimisé dans les entretiens. Frédéric ? Oui, et c'est pour ça que c'est aussi important quand c'est accepté, une thérapie familiale ou l'intervention d'éducateurs à domicile, parce que ça, c'est des choses qui se pratiquent, et de pouvoir effectivement être suivi aussi individuellement. Mais nous avons entamé, nous, une thérapie familiale l'année dernière, en fait. Et au bout de 6 séances, il a abandonné. Ouais. Mais moi, c'est la même chose. Comment j'allais dire, je change un peu de temps en temps, je suis pour mon fils et des fois je suis aussi pour la psychiatre, parce que la psychiatre en fait au début allait dans mon sens, c'est-à-dire qu'elle voulait pousser à aller à l'extérieur et comment j'allais dire, mais dans des termes pas toujours, elle lui disait t'es un bébé si tu sors pas. Elle lui disait encore mais tu vas vivre longtemps au crochet de tes parents. Et moi au départ, comme ça allait dans mon sens, je me disais il va peut-être sortir, donc je laissais faire. Et en fait mes enfants ont décidé après d'arrêter parce que il a trouvé très agressive en fait envers eux. Il faudrait peut-être qu'elle aille consulter, non, la psychiatre. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? C'est peut-être un peu basique comme moi, j'ai écrit sur le fait qu'au fond, si c'est ça qui est choisi, c'est que c'est peut-être les conditions d'une survie subjective à ce moment-là. C'est de ça qu'on a besoin pour se sentir exister. Alors, je pense qu'il y a tout un effort, au contraire, de non-jugement, moral surtout, et d'accompagnement et de compréhension qu'il faut mettre en œuvre. Bon, pour nouer la relation. Pas facile de ne pas juger quand on a un gamin de 25 ans qui fait rien. Je parle de la thérapeute, évidemment. Ouais. Oui. Je parle de la posture de la personne qui est rencontrée, qui se doit d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que pour cet individu-là, à ce moment donné-là, c'est le retrait qui a l'air d'être le plus sécurisant. Alors que nous, ça nous paraît peut-être absurde et très angoissant de vivre reclus dans quelques mètres carrés pendant plusieurs mois. Alors, je demande à Véronique et à Françoise de venir nous rejoindre avec leurs filles, les deux Laurie. Là, c'est l'épreuve la plus terrible de votre vie. C'est difficile. Bonjour. 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 Alors d'abord, je salue le courage des deux Laurie, parce que franchement, je pense que vous n'aviez absolument aucune envie de venir sur notre plateau aujourd'hui. C'est vos mamans qui vous ont convaincu, ou vous aviez envie de faire cette démarche quand même? Moi, j'avais envie de faire cette démarche parce que je pense que j'ai peut-être besoin d'expliquer aussi un peu aux autres ce que j'ai ressenti. Ouais. Parce que je pense que ça peut aider des personnes. Et vous? Et moi, c'est un peu pareil parce que je voulais aussi parler de ce que je ressentais pour peut-être aussi aider d'autres personnes. Il y a Jovane aussi, je crois, qui voulait nous rejoindre et descendre et venir sur notre plateau. Donc, on va aussi l'accueillir. Qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de Brigitte? Alors moi, je retrouve des traits de caractère de Laurie dans ce qu'elle a expliqué, la maman. C'est-à-dire que Laurie est brillante, elle ne supporte pas l'échec.
elle se met la barre très haute au niveau scolaire. Et donc, comme elle ne supporte pas l'échec, eh bien, elle se met des barrières pour plein de choses qu'elle pourrait faire. Notamment, elle faisait du taekwondo en sport et elle ne voulait jamais faire de compétition. Elle a fait une fois une compétition. Elle n'est pas arrivée première. C'est maintenant que je le réalise. Et du coup, elle ne voulait plus faire de compétition. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que pour elle, c'était un échec. Vous le réalisez aujourd'hui? Je le réalise aujourd'hui, oui. Grâce à ma petite réflexion anodine comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas faire de compète. Parce que bon, elle était quand même à un bon niveau, hein, presque ceinture noire. Et non, je veux bien faire l'entraînement, mais pas les compétitions. Et je viens de comprendre pourquoi. Voilà. Vous aussi, ça vous parle? Oui, beaucoup. J'ai retrouvé effectivement des traits de caractère, Laurie, le fait voilà, de se sentir un peu isolée, différente des autres. Oui, effectivement, ça me touche beaucoup parce que je pensais justement être la seule maman à avoir une enfant comme ça. Et j'avoue que ça fait du bien un peu. Voilà. Vous aviez remarqué très tôt dans le comportement de vos filles qu'elles étaient différentes? Pour ma part, oui, assez effacée, oui. Sachant que j'ai un fils aîné qui a aussi ce problème-là, enfin qui a eu ce problème-là. Donc, forcément, j'étais plus attentive à mes deux autres enfants. Et oui, ça m'a fait aussi très peur qu'elle suive le même chemin que son grand frère. Parce que son grand frère, il a tendance à se replier aussi complètement? Voilà, il a une période, une phobie de l'école au niveau du collège, en 5e, où là, c'était fini. Il ne voulait plus y aller, on se moquait de lui. Ça a duré longtemps? Oh oui, puisqu'il a été en 5e, il a fait deux mois en 5e, et après c'est fini. Après, bon, dans mon malheur, enfin dans notre malheur, on a eu de la chance parce qu'il a été suivi par un institut. Donc il a aidé à mettre le pied à l'étrier pour avancer pas à pas. Et là maintenant, ça va mieux. Il commence sa vie d'adulte. Il a quel âge? Il a 18 ans. Il a 18 ans et maintenant, bon, il fait un CAP vente, mais ce qui me fait plaisir, c'est que il veut faire un bac, il veut progresser. Voilà. Mais avec toujours cette petite, cette arrière-pensée qu'il est différent, que voilà, il n'est pas comme les autres. Et Laurie, vous êtes déscolarisée depuis le mois d'avril dernier. Pourquoi alors? Vous avez voulu quitter l'école? Déjà parce que ce dernier semestre, j'ai eu une très mauvaise note. Et ça m'a... Quoi? En mathématiques. Ça, vous avez eu combien? 0. J'ai rendu copie blanche parce que j'avais déjà pas compris j'ai pas compris ce qu'on travaillait et du coup j'ai pas su faire lors de l'évaluation. Mais on quitte le collège parce qu'on a eu une Non, c'est pas ça, mais du coup ça m'a baissé toute ma moyenne de 9. Et alors que j'avais 12 environ, je pense, il me semble. Oui. Mais je pense que mes parents en ont eu marre. Et du coup, ils ont voulu me changer dans quelque chose où j'étais directement dans le travail. Oui, tu vas un peu vite. C'est-à-dire qu'elle elle avait commencé par faire un bac pro sur Bordeaux. Et là, elle a arrêté au 2e trimestre parce que justement, elle était différente des autres et qu'on la mettait en retrait, qu'on se moquait d'elle à nouveau. Et on insistait derrière pour qu'elle continue parce qu'elle avait de bonnes notes. Voilà. Donc on ne comprenait pas son malaise. Toutes les semaines, enfin tous les lundis, c'était aux urgences parce qu'elle faisait des malaises. Et puis jusqu'au jour où on a dit, bon stop, il faut qu'elle reste à la maison, on ne peut pas l'envoyer comme ça. Jusqu'au jour où, grâce à sa meilleure amie, qu'elle connaissait depuis la primaire, qui lui a dit, viens dans mon lycée, ça avait un rapport avec la nature, les animaux, donc ça lui convenait parfaitement. Et donc on l'a changée en cours d'année et elle a été dans ce lycée. Donc la fin d'année s'est bien passée. L'année suivante, donc cette année, là, rebelote, ça n'allait plus. Il y a eu quelques différends avec d'autres enfants, d'autres ados. Et puis on a essayé d'être présent là, davantage présent,
d'intéresser un peu l'équipe éducative aux problèmes de Laurie, mais quand il a fallu chercher des stages, tout comme votre fils, non, elle a freiné des cas de fer. De quoi tu as peur en fait? Du regard des autres? Du jugement? Un peu, et j'ai peur de ne pas savoir faire ou de ne pas bien faire. T'as pas confiance en toi du tout? T'es très perfectionniste aussi? Je pense pas. Enfin, je pense pas l'être du moins. Mais je sais que j'avais assez peur en fait de poser des questions déjà aux gens. De peur qu'ils pensent que je suis censée le connaître alors que je ne le sais pas. De comment tu occupes tes journées là, puisque tu es déscolarisée? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Là, actuellement, je m'occupe de mes animaux de compagnie. Qu'est-ce que c'est comme animaux de compagnie? Des rats. Des rats? Il y en a combien? On est 2. C'est sympa un rat? Oui, c'est très sociable. C'est vrai? Oui. Ils sortent de leur cage? Oui, elle les fait sortir. Pourquoi des rats? On peut avoir un chien ou un chat? Ah, vous avez aussi? Oui, on a. Bon. C'est... Pour être différente? Déjà, ouais, un peu, c'est un peu différent. Puis les chiens, on en a. Et puis, je pense pas pouvoir m'en occuper pleinement, enfin, de moi-même. Les chats, on en a eu aussi. Et je pense pas que je pense pas être capable de bien m'en occuper pleinement. Alors qu'un rat, c'est petit, on peut mieux s'en occuper, je pense. Enfin, moi, en tout cas, et à part les rats, alors quoi? De la lecture? Je lis des mangas, comme des romans, comme des BD. Tu lis beaucoup? Oui, surtout en ce moment. T'aimes bien te projeter dans d'autres univers, quoi? Oui, beaucoup. Vivre un peu par procuration. Et comment tu te projettes dans l'avenir? Tu te dis quoi? Que tu feras quoi quand tu seras grande? Un métier qui me plaît. Je sais pas quoi, mais un métier qui me plaît. Quelque chose. T'as envie que... Pour quelque chose qui te plaît vraiment, tu serais capable de sortir de chez toi? Oui. Et ça pourrait être quoi? Un métier en lien avec les animaux? Oui. Ça, ou quelque chose en rapport avec, par exemple, les mangas, les dessins. Tu dessines? Oui, un peu. Et là, pourquoi tu ne penses pas à une école autour du dessin? Parce que c'est très très cher. Enfin, c'est assez cher. Et en général, il faut aller loin. Et je sais pas si on peut... Tu te dis que tu ne seras pas capable? Oui. Comment on peut changer ça? Le fait de... C'est compliqué, c'est parfois l'affaire d'une vie de prendre confiance en soi, mais se dire se donner envie d'aller au bout d'une passion en se disant qu'on peut en être capable. Il y a des petits exercices peut-être qu'il faut commencer par faire ou Oui, bien sûr, mais dans le cas de Laurie, je trouve qu'il y a un moment où finalement vous vous faites un peu malmener, harceler à l'école. Il y a toute une conséquence, alors même que vous êtes quand même, jusque-là dans un cursus scolaire où rien ne dit que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Donc il y a effectivement ce brusque moment de perte de confiance en soi. Et puis la solution, c'est le retrait finalement, c'est la déscolarisation et le fait d'arrêter de fréquenter. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a quand même, dès ce moment-là, beaucoup de choses à interroger parce que finalement, est-ce que le message ne vient pas conforter le fait que vous n'étiez pas capable, vous n'aviez pas confiance en vous, vous n'aviez pas votre place au lycée, etc. Donc voilà, juste pour illustrer un peu la notion de réaction en chaîne, on arrive souvent à un moment où il s'est en fait déjà passé plein de micro-événements. Et effectivement, il va falloir entrer dans quelque chose d'une reconstruction, de la confiance en soi. Bon, pour ça, il faut un accompagnement et effectivement, en tout cas, l'éducation nationale met en œuvre, ou avec les médecins scolaires, etc., normalement, doit pouvoir penser des projets, des situations individualisées lorsque des événements comme ça arrivent. Donc ça, c'est au niveau des projets individuels de chaque élève. Et puis au niveau des établissements, parce que la notion de harcèlement scolaire a été largement citée dans le phénomène de hikikomori au Japon. Ça s'appelle Hijime, il y a une forte pression sociale, etc. Et donc, lorsqu'il y a des phénomènes comme ça dans les établissements, il faut également aussi que ce soit repris et que ce soit pas l'élève victime qui parte. Voilà. Et que ce soit traité un peu dans l'institution. Laurie, l'autre Laurie, vous êtes en quelle classe vous? En seconde.
Alors, vous vous reconnaissez un peu dans le témoignage de Laurie? Je ne sais plus si je dois vous tutoyer, vous voyez, donc j'alterne. Hein. C'est un coup sur 2. Alors moi, j'ai eu la chance justement que ça se passe pas à l'école, parce que j'avais un cercle d'amis et il y avait toujours 1 ou 2 personnes qui étaient avec moi dans ma classe. Donc c'est vrai qu'à l'école, j'ai pas subi trop de moqueries. Mais après, c'est surtout, j'avais peur de parler devant les autres, parce que de pas savoir la réponse, qu'on se moque de moi. Et parce qu'en colonie, comme je l'ai dit, j'ai souvent subi des moqueries soit parce que je savais pas un truc, soit parce que j'avais des cheveux en fait qui partent un peu partout, ou parce que j'avais des lunettes et comme je me laissais faire, ils continuaient. T'arrives pas à prendre un peu de recul par rapport aux critiques, au regard des autres sur toi? À des moments, j'arrive, mais c'est très rare. Et c'est soit après, c'est rare que ce soit le... Donc, comment ça se passe pour toi? Tu fais quoi? Tu passes ton temps aussi replié sur toi? Tu es aussi déscolarisée? Non, moi, par contre, j'ai un projet et j'y tiens, mais du coup, je sais que pour moi, l'école, c'est obligé, sinon je ne pourrais pas réaliser mon rêve. C'est quoi? Bon, moi, je place la barre un peu haut parce qu'en fait, je veux être game designer et ensuite, si je peux être... je suis très ambitieuse d'être PDG d'une société... Tant qu'à faire, allons-y. Mais tu vas y arriver, pourquoi pas? Je sais pas, mais j'aimerais bien. Donc il faut faire quoi? Des études à la fois artistiques et de commerce? Il faut coupler les deux, non? Oui, mais... De gestion? Du coup, l'école, pour moi, voilà, c'est obligatoire. Mais c'est vrai qu'après, à la maison, je préfère être dans ma chambre et être dans mon univers. Comment la maman le vit, tout ça? Vous avez 5 enfants, c'est ça? Alors voilà, c'est la petite dernière, comme je dis, elle n'aime pas que je dise ça, tant pis, je l'ai dit. Donc, vous avez l'air de porter un regard assez fier, hein, oui, sur oui, elle. je suis très fière de ma fille. Ouais, pourquoi alors? Parce qu'elle est brillante, et le gros défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas du tout confiance en elle. Ça, c'est un gros défaut, je lui dis, il n'y a pas de raison. C'est une caractéristique aussi, ça, commune à tous ces... Il y a à la fois un manque de confiance en soi dans la relation aux autres et à la fois la volonté assez ancrée de faire certaines choses, un goût affiché de certaines choses. Enfin, voilà. Parce qu'elle a l'air d'avoir une sacrée volonté quand même. Voilà, c'est une chance inouïe justement, c'est parce qu'elle a un but. Bah oui, mais c'est peut-être formidable. contrairement, elle a vraiment s'est fixé un but. Mais et Laurie, elle va s'en trouver un but aussi. C'est pour ça qu'il t'en faut un, voilà. Et du coup, elle s'accroche à l'école. Du coup, elle veut avoir des super notes. Alors, quand elle a un 18, c'est une mauvaise note. Voilà, non, elle se met la barre très haute, très très haute. Donc je lui dis des fois, non, elle se met la pression. Donc, elle va se mettre à pleurer, elle va, non, vraiment, et elle s'enferme dans sa chambre, elle râle, je vois que j'entends des bruits, je pense qu'elle se tape, sur ses, voilà. Elle veut y arriver, sensible, et donc du coup, voilà. Il y a une petite nuance, c'est peut-être pas tout à fait le, comment vous dites, Hikikomori. Oui, mais excusez-moi, ça, je pense que c'est parce qu'elle a un but, c'est qu'elle veut arriver, comme elle a dit, elle va être PDG d'une grande entreprise, donc elle a ce but-là, mais par contre, tout le reste, elle va pas vers les autres, elle va pas aller vers les autres, elle va s'enfermer, donc elle rentre à la maison, elle prend le goûter, elle va s'enfermer dans sa chambre, elle redescend que quand il faut manger. Mais est-ce que c'est par peur des autres ou par juste parce que ça t'ennuie finalement peut-être un peu? C'est peut-être pas très intéressant. J'ai beaucoup d'ennuis. Je dis même que mon pire ennemi, c'est l'ennui. Voilà. Donc t'es un peu surdouée, quoi. Un peu... Non? Oui, en tout cas, effectivement, les relations sociales banales dans les petites choses du quotidien vous intéressent peu. Mais c'est vous qui avez créé le site, là. Donc on voit qu'il y a d'autres façons avec lesquelles vous êtes capable de créer du lien, de vous intéresser. Et ça, c'est très positif. Il n'y a pas une seule façon d'être en société. Je pense que si j'avais pas cet objectif, l'école, ça ferait longtemps que j'aurais abandonné ou voulu abandonner. Oui. Parce que... Et toi, alors? Oui. Comment ça va? Ah, ça va, oui. Tu as quel âge, alors? 15 ans. 15 ans. Est-ce que tu te reconnais dans tout ce qu'on vient de décrire ou tu te sens très différent? Sur certains points, oui, d'autres un peu moins. Par exemple? En quoi tu te reconnais? Que ce soit, par exemple, en cours. Par exemple, j'ai récemment déménagé. Et en fait, j'avais donc perdu tout ce que j'avais, que ce soit mes amis, mes repères et tout. Et ça s'est ressenti, donc je voulais plus étudier, je voulais plus rien faire. Et ça s'est ressenti sur mes notes. En moyenne générale, j'ai baissé de 4 ou 3 points.
Ça s'est vraiment ressenti. Et donc j'ai vraiment... T'avais des bonnes notes? Oui, j'avais 15 au premier trimestre et là je dois être à 11, 12 au deuxième. Donc tu le vis mal? Bah oui. Alors tu en es où? T'es toujours scolarisé? Oui, oui. Tu as des passions aussi? Bah oui, donc les mangas, etc., comme les Delory. Tu as un objectif? En termes de métier, pas forcément, mais je sais qu'après le bac, je voudrais faire une fac de langue pour apprendre le japonais. Donc un peu aussi le but de travailler dans les mangas, c'est un univers qui t'intéresse. Oui. Ah. Fuir l'ennui, ça te parle toi ça? Fuir l'ennui? Tu t'ennuies aussi souvent? Ouais, j'aime pas m'ennuyer, du coup j'essaie toujours de me trouver une occupation, rien que par exemple faire du ménage. Ouais, j'en fais pas souvent, mais... Surtout dessiner. Ouais, ah oui, dessiner, et tant que c'est pas bien fait, elle refait son personnage. Ouais. J'aime pas l'ennui, ouais. Alors Brigitte, on va revenir à l'histoire de votre fils, de vos enfants. Votre fille aînée s'appelle Delphine. Ils ont quel lien tous les deux? Ils s'entendent bien, mais peut-être mieux maintenant, depuis qu'ils sont adultes, peut-être qu'avant. Est-ce qu'elle le comprend peut-être mieux que vous? Oui. Justement, est-ce que vous avez eu tendance à entendre des parents compréhensifs ou plutôt des gens qui vous disaient, je vous pose la question à tout le monde là, allez, on va te donner un bon petit coup de pied au derrière et tu vas avancer, ça va aller mieux? C'était quoi? C'était plutôt ce genre de réflexion bouge-toi ou on te comprend? Oui, moi j'essaie de la bouger pas mal, de la booster. Parce que des fois, alors j'ai allé peut-être du coup de feu, on va faire ça, on va sortir. Pour la sortir, c'est difficile. Des fois, je lui dis bon, on va là. Ah non, j'ai pas envie. Alors si je l'emmène au théâtre, au cinéma, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, au musée, elle va venir. Ah oui, c'est intéressant. Voilà. Mais si je lui dis bon, tu viens avec moi en course, où tu vas? Parce que s'il y a des mangas, elle va venir. Mais s'il n'y a pas de manga, elle va pas venir. Tu as eu des parents compréhensifs par rapport à ton ressenti ou qui ont plutôt eu tendance à te bouger? Comment? Complètement en fait. Quand je rentre, je suis tout le temps dans ma chambre sur mon téléphone, ils le comprennent. C'est pas que ça les dérange pas, mais ils me font pas tout le temps des critiques ou des remarques. Et quand j'ai besoin d'eux pour, par exemple, aller quelque part ou quelque chose qui concerne les mangas en général, ils acceptent de m'emmener sans problème. Donc ça va? Oui, ça va. Et toi, Laurie? Allez, maman est là. Ouais, c'est la même chose, j'ai un peu pas le même ressenti. Si elle sort, c'est parce qu'il y a un intérêt à aller chercher des mangas ou un petit peu de maquillage comme toutes les filles. Mais sinon, non, là je vois, elle reste du matin jusqu'au soir à son bureau, soit jouer à son ordinateur, soit dessiner ou soit avec Sarah, voilà. Pourquoi vous souriez? Parce que vous demandiez à Laurie de parler de sa relation à ses parents en présence même de sa maman, ce qui n'est pas très simple. Après, j'étais en train de me dire que tous les trois, vous avez au fond des problématiques assez différentes, tout en vous identifiant, en vous reconnaissant, par exemple, sur un même réseau social. Bon, donc je trouve que ça illustre assez bien, voilà, à la fois le fait qu'il y a une grande diversité, une grande hétérogénéité dans cette notion, et qu'à la fois ça permet de tricoter quelque chose d'un fil conducteur. Et je pense que c'est important de dire aussi qu'il y a différentes manières d'être au monde et de trouver sa place dans le monde. Et que c'est aussi important d'avoir des projets, de valoriser ses talents et de ne pas être effectivement... Quelque part, ces jeunes nous disent aussi cette logique de performance dans laquelle on peut être, ils la refusent aussi, donc, et ça les fait souffrir. Donc c'est important aussi de dire, il y a peut-être d'autres moyens de fonctionner, et puis de suivre mes passions, d'encourager ce qui est de l'ordre de leur talent. Je pense que ça peut vraiment montrer un autre chemin. Alors, nous sommes allés à la rencontre de votre fille pour recueillir son point de vue sur ce que vit son frère. On va l'écouter. C'est en région parisienne que Delphine, aveugle de naissance, a accepté de parler de son petit frère. Vous êtes proche de votre frère ? Ce qui fait qu'on est proche, c'est plus intellectuellement. Moi, je le trouve beaucoup plus calme et plus intéressant qu'avant. J'arrive plus justement à parler avec lui et ses idées, elles sont assez originales. Après, j'ai conscience que pour mes parents, c'est pas génial vu qu'il sort pas et qu'il parle plus à grand monde et tout. En fait, il a jamais été vraiment dans le monde.
Ça s'est fait progressivement, mais avant il y était parce qu'il était obligé, puis il s'est coupé quand il a pu, quoi, au fil du temps. Et c'est un peu pareil pour vous? Vous n'avez pas l'impression d'être dans le même monde que les autres? Ouais. Je pensais pas que mes parents vraiment le laisseraient faire, et en même temps je me sens pas surprise, puisque depuis toute ma vie ça a toujours été comme ça. Les choses que je pense à faire et que j'ose pas, lui il les fait et ça marche. Quel genre d'éducation vos parents vous ont-ils donné? On a eu une enfance plutôt protégée. Notre mère elle a toujours été là pour nous, et dès qu'on lui disait qu'il y avait le moindre problème, ça la dérangeait pas de venir nous chercher ou de tout annuler. Enfin, on a presque jamais été seuls, et déjà qu'on sortait pas énormément, mais si on le faisait, fallait qu'on donne des nouvelles, et elle s'inquiétait vachement pour nous. Est-ce que le fait qu'il soit enfermé aujourd'hui est quelque chose qui aurait pu être évité ou anticipé? Bien sûr que ça aurait pu être anticipé, mais après, éviter, j'en ai aucune idée, c'est très très improbable. Est-ce que vous comprenez l'angoisse de votre mère? Je comprends l'angoisse de ma mère dans le sens où elle se sent responsable, parce qu'elle a l'impression que son devoir de mère, c'est de faire en sorte que justement qu'on soit indépendant, et du coup lui il l'est pas, donc elle a l'impression d'avoir raté quelque chose. Après, je pense que mon frère est heureux parce que c'est ce qu'il dit, et que lui il dit qu'il était malheureux avant quand il était obligé d'aller en cours, etc., et de faire des choses qu'il n'avait pas décidées. J'aimerais qu'elle aille mieux, et j'espère qu'elle trouvera des réponses et des solutions et des gens pour l'aider, et pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle se sente coupable. C'est une conversation que vous avez déjà eue avec votre fille? Oui, oui. Vous êtes étonnée par ce qu'elle a dit? Vous avez appris des choses? Non, du tout, non. Non, on parle beaucoup, hein, donc oui. Et je lui demande parfois ce qu'elle pense de la situation de son frère. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Brigitte? Moi, j'aimerais lui dire que je suis déjà touchée de sa réaction à l'écoute du reportage de sa fille. Je voyais que c'était difficile même de regarder le reportage. Et en fait, votre fille, elle est sensible à votre souffrance à vous. C'est pas tant celle de son frère, c'est la vôtre. Oui. Vos angoisses quant à leur avenir, etc. Donc je pense que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de pouvoir en parler de tout ça à quelqu'un. D'ailleurs, vous êtes là ici, ça montre bien votre besoin. Donc je pense que, je sais pas si... Mais je suis venue pour mon fils, hein, je suis pas venue pour moi. Par contre, il est vrai que les deux enfants me disent souvent, c'est à toi de... Là, on va juste s'attarder sur la réaction que vous venez d'avoir, là, parce que Frédéric sourit, ça prouve bien que vous en avez besoin, justement. C'est ça. Hein? Mais oui, il me semble. Parce que quand vous dites je suis venue pour mon fils, je suis pas venue pour moi. Oui. Moi, de toute façon, ma vie, elle est faite. La sienne, elle l'est pas. Votre vie, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, mais bon, elle est bien entamée quand même. Donc, oui, mais c'est pour ces enfants qu'on... C'est une manière d'avoir du soutien à vous. Ça serait une manière de pouvoir encore mieux l'épauler, peut-être? Oui, et puis surtout peut-être de lâcher les projets que vous avez pour eux. Oui, je crois que je n'en ai plus. Je crois que ça... Oui, et vous je dites pense ça en ayant l'air désespéré? Non, non, parce que je pense que renoncé. ça me fait du bien maintenant de me dire, voilà, ils l'ont choisi, enfin du moins pour ma fille, parce que mon fils, j'espère toujours qu'il y aura un jour un changement, mais de dire, de moins m'en faire, réellement. Je pense que depuis 2 mois, je m'en fais moins, sinon de toute façon, je pense que je serai toujours en train de m'agresser avec lui. Donc je pense que là, enfin, j'ai compris que c'était pas, du moins, c'était pas la méthode. Mais je pense que vous avez compris quelque chose de très important, Brigitte, effectivement, de lâcher par rapport à ça. Et puis, pour pas perdre ce qui est important, c'est le lien aussi avec votre fils. Oui, exactement. Ça, c'est quelque chose de très important que vous avez compris là. Parce que j'aime beaucoup, en fait, parler avec lui. Il est très intéressant. Donc, comme je lui remettais à chaque fois en me disant, tiens, puisque tu es doué, tu es intelligent, va travailler. Et là, c'était fini. Il n'y avait plus moyen d'en sortir quoi que ce soit. Il me disait, tu n'as rien compris. Donc voilà, on ne se parlait plus pendant quelques temps. Donc oui, maintenant c'est fini. Je pense que... Bon, il est à la maison, hein, bien entendu. Mais j'en prends mon parti. Alors l'idée selon laquelle on pourrait, par exemple, leur demander d'aller... d'être autonome, de rester peut-être dans leur passion, mais de s'assumer. C'est-à-dire de trouver un job pour assumer ses pensions. J'imagine que vous y avez pensé.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que c'est prendre un gros risque que de les laisser justement devoir affronter l'extérieur, ou est-ce que ça peut être salutaire pour eux? En général, les familles ont tout essayé, en tout cas pensé à toutes les solutions. Et une vraie solution, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau un jour où, par découragement, on va d'un seul coup virer de bord, alors que jusque-là, on a donné à manger, entretenu, nourri, puis du jour au lendemain, on va dire bon ben maintenant, parce que finalement, ça reste une décision prise unilatéralement, sans que les choses soient construites. Donc, c'est complexe. Effectivement, il faut arriver à mettre en œuvre quelque chose. Je pense pas que des solutions, en tout cas radicales comme ça, du jour au lendemain, soient acceptables pour les familles. Ça, on peut jouer avec l'idée, mais en réalité, ça se fait pas ou très peu. Alors, au Japon, il y a la dimension effectivement de honte sociale des familles qui se surajoutent, et on a la chance quand même en France de pouvoir quand même parler lorsqu'on est une famille ayant une adolescente. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Pas toujours. Alors, ça, je pense que c'est quelque chose à soutenir, la question des groupes de parole de parents, enfin, le fait que des familles ne restent pas isolées et que du coup, la recherche de solutions se co-construise avec des tiers et dans un processus plus que dans une décision vraiment de dernier, voilà, d'ultime recours. Brigitte, c'est vous que de téléspectateurs pourront retrouver cet après-midi sur le chat de Toute une histoire. Ils pourront peut-être vous donner aussi leurs conseils. Merci à tous d'être venus nous voir sur ce plateau. Merci à nos deux expertes. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans Version Fémina ce week-end. À tout de suite. Merci. Dans l'histoire continue cet après-midi. Je savais que j'avais le problème de tout donner en amour sans mesurer. Nous avions fait la connaissance d'Alain et Émilie à l'automne 2015. Vous leur donnez tout très vite. Parce que je veux leur plaire très vite. Donc vous leur faites peur tout de suite alors? En gros, ouais. L'émission leur a permis de faire le point. Vous croyez que pour être aimé, il faut faire tout pour plaire à l'autre, et c'est faux. Je pense que c'est parce que vous manquez de confiance en vous. Depuis, ils ont retrouvé confiance en la vie. La première fois que je vous ai rencontré, j'avais l'impression de parler avec une petite fille. Et aujourd'hui, on a plus l'impression que vous êtes en train de devenir la femme que vous voulez être. Sur cette photo, je suis très fier. Je suis heureux, ça se voit. Et en tant que je t'ai pas vu sur une photo comme ça, souriant, avec une femme à côté de moi. À tout à l'heure sur le plateau de l'histoire continue. Allô, comment tu vas? Ça va très bien. Tu as des bisous, à ce soir. Bientôt, au sommaire de Toute une histoire. La séparation s'est faite quand le bébé avait 9 mois. Je me suis effectivement retrouvée maman solo. Il m'a quittée quand j'étais enceinte. Il n'a jamais reconnu ma fille. Assez rapidement, il a fallu adapter la situation et puis accepter. Caroline et Claudia ont dû vivre une vie à laquelle elles n'étaient pas du tout préparées. Il y a beaucoup de responsabilités. Il y a aussi beaucoup de culpabilité. Donc on essaye de faire les choses très très bien. Les mamans solo, dans leur quotidien, c'est un rythme infernal. Et si elles n'ont pas un entourage familial, il y a une position de repli avec l'enfant qui peut être à long terme un peu néfaste. J'essaie pas de jouer le rôle du père, mais j'essaie de lui donner la meilleure éducation possible. Donc j'essaie de faire un petit peu tout ça au mieux. Mais aujourd'hui, elles vont surtout nous faire le récit de leur reconstruction. Vous avez retrouvé un homme dans votre vie? On va dire qu'il y a une approche. Ah, vous êtes sur un dossier. Je suis sur un dossier, tout à fait. Il y a peut-être des hommes avec qui on vit des histoires d'amour très fortes, mais ils ne sont pas forcément faits pour faire une famille. Et il y a des hommes qui sont très stables. Et pour autant, on peut vivre une belle histoire d'amour avec eux.